Bonsoir les filles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, Voilà. on se retrouve en ce début de mois, toutes les trois, pour un nouveau sujet. Exactement. Un sujet intéressant d'ailleurs, et je pense que Vous allez apprendre beaucoup ce soir. Voilà, c'est un des sujets principaux que je voulais traiter parce que on en parle peu. En fait, en fertilité. Et pourtant, c'est essentiel. Puis, c'est des valeurs que je vois très, très peu dans les bilans. Et en fait, c'est des choses tellement simples, tellement basiques, qui coûtent rien, qui sont aussi remboursées. Et ça permet, d'avoir beaucoup, beaucoup d'éléments, en fait, à comprendre en termes de fertilité. Donc, j'espère en tout cas que vous allez apprendre des choses ce soir sur le sujet. Bon, dis-nous tout. Alors, donc là, c'est sur le sujet donc de l'inflammation. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend parler, par exemple, pour les filles qui ont de l'endométriose, par exemple. Je sais pas si, dans d'autres cas, ça se retrouve aussi. Alors en fait, l'inflammation, c'est pas forcément toujours lié à une pathologie inflammatoire. On peut avoir une inflammation sans forcément avoir une maladie inflammatoire, sans forcément avoir une endométriose ou sans forcément avoir une endométrite. Parce que c'est vrai, quand on pense inflammation, on pense tout de suite vraiment maladie. Quand elle est aiguë, en fait. On pense tout de suite inflammation aiguë. Et puis on pense tout de suite aussi, en fertilité, on pense tout de suite inflammation gynécologique ou utérine, alors que c'est pas que ça, l'inflammation. En fait, l'inflammation, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus qui devient toxique quand elle est chronique. C'est comme le stress, en fait. Un stress aigu est beaucoup moins toxique qu'un stress chronique. L'inflammation, donc une inflammation aiguë, est beaucoup moins toxique qu'une inflammation chronique. L'inflammation chronique, c'est une chose qui nous pose problème, en fait, en termes de fertilité, parce que ça va, d'une part, perturber les fonctions hormonales, mais ça va perturber d'autres fonctions, comme la vascularisation, la circulation sanguine, et aussi d'autres fonctions qui sont en lien avec l'implantation, parce que l'inflammation est très en équilibre avec l'immunité aussi. Ça fonctionne effectivement ensemble. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, l'inflammation, c'est un processus normal dans notre corps. C'est un processus normal, c'est un processus physiologique. C'est une réaction de notre organisme quand on a quelque chose à résoudre. Alors, ce quelque chose à résoudre, ça peut être une lésion. Par exemple, si on doit faire quelque chose, une intervention au niveau, je dis n'importe quoi, mais de l'utérus et qu'on a une lésion, on va avoir une inflammation derrière. Mais l'inflammation peut être aussi en lien avec une infection, un état infectieux. Alors par exemple, des infections bactériennes ou virales peuvent créer des inflammations localisées, par exemple au niveau gynécologique, et on a n'importe quel type d'infection peut créer une inflammation. C'est une des problématiques actuelles en fait du Covid, des vaccins aussi, c'est plutôt l'inflammation que tout ça génère. Quand on a un virus comme le Covid, ça génère une énorme inflammation, et souvent un vaccin aussi qui va stimuler l'immunité risque de générer de l'inflammation, et souvent les conséquences qu'on va avoir sur quelque chose sont en lien avec l'état inflammatoire en fait que ça va générer. Donc l'inflammation, c'est un processus qui est normal, c'est-à-dire qu'on a une infection, une bactérie, un virus, une mycose, ou on a une lésion, en fait. On va lancer l'inflammation, et cette inflammation va servir à recruter du matériel. C'est une voie de signalisation, en quelque sorte, à recruter du matériel de réparation, là où le problème est présent. Seulement, si l'inflammation persiste, continue, on rentre dans ce qu'on appelle une inflammation chronique. Et là, ça veut dire qu'en permanence, on a une immunité qui est mobilisée sur la zone. Par exemple, un endomètre qui serait souvent inflammé recruterait des cellules immunitaires sur la zone, ce qui créerait l'hyperimmunité et ce qui pourrait vraiment perturber le potentiel d'implantation. Et on sait que cette inflammation, elle perturbe le corps en général, et elle perturbe aussi, bien évidemment, l'implantation, la réponse à une stimulation et la fertilité de façon générale, que ce soit chez la femme, j'allais le dire, chez l'homme aussi, ou que ce soit chez la qualité des spermatozoïdes aussi, par rapport à l'inflammation. Oui, tout à fait. Et la qualité des spermatozoïdes en dépend aussi. Alors, justement, c'est pour ça que si vous êtes dans une situation d'infertilité, il paraît quand même important d'aller chercher des marqueurs d'inflammation. Et je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, de 5 marqueurs de l'inflammation. Certains que vous avez peut-être déjà vus dans vos bilans sanguins, d'autres que vous n'avez peut-être jamais vus et qu'il faudra peut-être chercher. Et chaque marqueur représente quand même quelque chose de spécifique.
Alors, si vous n'avez jamais cherché ces valeurs-là, moi, je vous conseille quand même d'en discuter avec votre médecin parce que ça peut permettre à moindre coût, en fait, d'aller résoudre des problèmes. Et c'est vrai que parfois, on trouve des problèmes là où on ne s'attend pas à les avoir. Je me rappelle, par exemple, d'une patiente qui fait nos programmes et puis, en fait, qui avait eu, ce qui est assez rare, parce qu'en général, on a vraiment des succès dans les 2 premières tentatives de PMA qui suivent le début des programmes. Et là, on avait 2 tentatives de PMA sur lesquelles on n'avait pas de succès. Et puis, du coup, elle commence à s'inquiéter, tout ça. Puis, elle me dit, mais qu'est-ce que je peux doser? Puis, je regarde son profil au niveau des programmes. Puis, je dis, ah, là, il faudrait quand même aller doser un marqueur de l'inflammation parce que j'ai l'impression qu'il y a un fond inflammatoire. Puis, elle va voir sa médecin, sa médecin de PMA, qui lui dit, mais non, pas du tout. Comment vous voulez qu'il y ait de l'inflammation? Vous n'êtes pas du tout obèse, vous n'êtes pas en surpoids, vous n'avez pas de maladie chronique. Et en fait, dans ces questionnaires ressortait vraiment un potentiel d'inflammation un peu chronique comme ça. Et donc, je lui ai dit, ben, c'est pas grave, à la limite, prenons-le, prenez-le à vos frais. Puis, elle a quand même réussi à convaincre son médecin d'aller doser un marqueur dont on va parler, qui est la CRP-US, qui est un marqueur qui coûte 10 € quand même. Oui. Donc, 10 francs en Suisse, donc en France, ça doit être encore un peu moins cher. Donc, c'est un marqueur qui coûte absolument rien, la CRP-US. Donc, elle a finalement convaincu sa médecin d'aller doser la CRP-US. Et puis, on a trouvé une CRP-US qui était quasiment à 3, c'est-à-dire un état de micro-inflammation qu'on a traité. Et effectivement, le transfert d'après a fonctionné. Donc, après, hasard, coïncidence, je ne sais pas. Mais on a eu plusieurs cas. On a eu beaucoup de cas. Voilà. Et en fait, quand on trouve un marqueur de l'inflammation, on constate, on fait le constat qu'il y a une inflammation chronique, ça ne nous donne pas la cause. Ça nous dit juste qu'il y a un problème, en fait. Mais ça ne donne pas la cause. La cause, il va falloir effectivement l'identifier et la résoudre. Et si on ne trouve pas la cause, il faut traiter l'inflammation indépendamment de la cause. Donc, en l'occurrence, en général, on va utiliser des anti-inflammatoires naturels. On va mettre en place une alimentation anti-inflammatoire. C'est ce qu'on a fait justement chez cette utilisatrice et qui maintenant va être maman. Elle est en cours de grossesse. Voilà, donc tout va bien. Mais derrière, il y avait quand même un parcours de PMA relativement long. Et puis, on bloque sur un coût qui est très faible en fait au niveau des analyses. Et comme je disais, c'est des marqueurs qui coûtent pas cher, qui peuvent expliquer beaucoup de choses et puis qui nous permettent d'avancer quand même sur des hypothèses. Alors, comment on identifie une inflammation? Déjà, qui est susceptible d'avoir une inflammation bas grade? En fait, tout le monde. Déjà, tout le monde est susceptible d'avoir une inflammation bas grade parce que, par exemple, il suffit que vous ayez, je vous dis n'importe quoi, mais un virus de l'herpès. Vous voyez, l'herpès, c'est un virus qui reste tout le temps dans le corps. Quand vous l'avez contracté une fois, il va en permanence essayer de ressortir, embêter votre immunité. S'il essaye beaucoup de ressortir, ça peut créer une inflammation de fond, un petit fond inflammatoire comme ça. On l'a vu pas mal de fois chez nos utilisatrices aussi. Et en fait, ça maintient justement un statut d'inflammation chronique et un statut d'activation immunitaire chronique aussi. Donc, et ça, c'est très difficilement détectable parce qu'on a pas mal. Forcément, quand on a de l'herpès, on sent pas qu'on a de l'inflammation, on sent pas qu'on a de la douleur. C'est juste un virus qui essaie de ressortir. C'est un peu comme dans un ordinateur, c'est un peu en tâche de fond en fait. C'est un programme qui va ralentir les processus en tâche de fond. Oui. Je sais pas si ça existe encore, mais je me rappelle, on avait toujours ce programme qu'on voyait pas, qu'on n'utilisait pas, mais qui pompait de la ressource, le processus qui pompait de la ressource. Et en fait, c'est exactement la même chose. Ça pompe en fait les ressources. Ça va créer une disbalance de tout, d'immunité, etc. Oui. Et du coup, tout ce que vous allez faire ne sera pas efficace. Donc en fait, voilà, qui peut développer une inflammation chronique? Tout le monde. Il n'y a pas de règle. C'est pour ça que généralement, c'est quand même un indicateur qu'il faut aller chercher chez tout le monde. Après, bien évidemment, si on a une maladie chronique inflammatoire, que ce soit une maladie intestinale, une maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, une maladie auto-immune, une arthrite, une polyarthrite, une sclérose en plaques, toutes ces pathologies qui ont un fond inflammatoire vont en général générer de l'inflammation chronique et dans ce cas-là, il faudra mettre en place une stratégie probablement anti-inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment une des causes d'inflammation. Aussi, les inflammations, on va souvent les retrouver chez les femmes ou chez les hommes qui ont du surpoids et notamment des graisses durcies. Alors, chez les femmes, on voit rarement des graisses durcies ou de la cellulite. La cellulite est un marqueur d'inflammation. En réalité, une cellulite, c'est de la graisse inflammée fibrosée. Donc, si on a de la cellulite, ça veut dire
dire que la graisse s'est inflammée, c'est fibrosé, et qu'on a un petit fond inflammatoire chronique, probablement. Ça peut être un signe d'inflammation. Et chez l'homme, l'inflammation va plutôt se manifester par des graisses abdominales durcies. Tant que les tissus sont mous, il y a beaucoup moins d'inflammation que quand le tissu durcit. La plupart du temps, si chez votre conjoint, vous observez que justement l'abdomen commence à gonfler et à durcir, c'est pas qu'il est enceinte, non. C'est pas qu'il fait une couvade. C'est qu'il s'inflamme. Voilà, c'est souvent quand on va doser des marqueurs d'inflammation, on va bien évidemment les trouver et il faudra bien évidemment les traiter pour améliorer la qualité d'un spermogramme. Donc, la masse grasse est pro-inflammatoire. Plus on a de masse grasse, plus on génère d'inflammation. Puis plus on s'inflamme, plus on a de masse grasse. L'inflammation fait prendre du poids. Donc vous voyez, c'est un phénomène qui est vraiment très sympa en plus dans ce sens-là. Certaines carences aussi peuvent générer de l'inflammation. Ce qui résout les processus inflammatoires de fond, c'est vraiment principalement les oméga 3. Donc quand on a un statut de carence en oméga 3, on a très peu de potentiel de résolution d'une inflammation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on estime que c'est quasiment plus de 90% de la population qui est carencée. Donc je vous laisse imaginer le tableau de potentiel de résolution de cette inflammation. Donc globalement, voilà, il y a pas mal de choses. Et puis toutes les personnes qui ont des infections chroniques peuvent être sujettes à des inflammations. On parlait de l'herpès, mais par exemple, avoir une mononucléose une fois dans sa vie, ça peut développer un statut un petit peu infectieux chronique, des mycoses à répétition, par exemple, des otites à répétition, des infections ORL, tout ce qui va rentrer comme ça un petit peu dans la chronicité va générer de l'inflammation. Donc déjà, et les allergies aussi, bien évidemment, les allergies. Ça, c'est aussi une source très très importante d'inflammation. Donc déjà, si vous avez tendance à être dans ce cadre-là, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir une problématique inflammatoire. Et donc dans l'inflammation, au niveau sanguin, on a plusieurs marqueurs. Le marqueur de base, qui est le marqueur qu'on doit absolument aller chercher, c'est un marqueur qui s'appelle la CRP-US. La protéine réactive C, ultra sensible. N'allez pas chercher que la CRP, que la protéine réactive C, ça sert pas à grand chose, parce que quand on cherche que la CRP, on cherche à savoir si on a une infection, en fait. La CRP, elle sert à plusieurs choses. Si on a une infection bactérienne, elle va monter au-dessus de 5. Elle va monter même très haut, elle peut monter jusqu'à 40, 50, ça peut monter très très haut. Mais en fait, on va rarement être dans ces mesures-là. On veut doser la CRP en ultra sensible parce que la zone normale d'une CRP, c'est en dessous de 1. Et donc, si vous avez un résultat qui vous dit votre CRP est en dessous de 5, autant rien dire. Ça ne nous sert à rien, ce résultat-là. Donc, il faut vraiment aller chercher ce marqueur qui est la CRP US, ultra sensible. Alors, c'est vrai que nous, en Suisse, on a plus l'habitude de le doser en ultra sensible qu'en France. Au début, moi, quand je demandais des dosages de CRP ultra sensible, en France, les laboratoires, ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait ça spécifiquement. Pourquoi on voulait ce degré de finesse, en fait. Mais on veut ce degré de finesse parce qu'en fait, la norme d'une CRP, on va dire, elle va de 0 à l'infini. Et en fait, entre 0 et 1, c'est normal. De 1 à 5, c'est une inflammation bas grade, chronique, probablement. Et au-dessus de 5, c'est une inflammation aiguë ou une infection bactérienne. Et donc, du coup, le degré, l'amplitude en gros de cette CRP va nous donner une indication super sensible, parce que par exemple si on a une CRP, je vois parfois des cas, des personnes qui n'ont pas forcément de sensation d'inflammation puis qui ont une CRP qui est toujours à 6, à 7, à 8, et en fait quand on a ça veut dire que probablement on a une infection bactérienne qui est permanente et qui stimule l'immunité de façon permanente. Donc, il faut la régler, parce que si on est dans une situation d'infertilité, on sait à quel point l'immunité va jouer dans la fertilité, et si on ne règle pas cette problématique immunitaire, on va probablement avoir des soucis d'implantation, en fait. Donc, la CRP-US, c'est le premier marqueur de l'inflammation qu'on doit aller chercher. Il faut vraiment la chercher en ultra sensible, donc. Il y a d'autres marqueurs qu'on peut chercher, notamment l'albumine, qui nous donne l'albumine et la préalbumine, qui sont des marqueurs qui vont ensemble. Ces marqueurs-là nous donnent une idée de l'inflammation d'une part, mais aussi de la suffisance ou non des protéines dans notre alimentation. C'est-à-dire que si ces marqueurs-là sont trop bas, ça nous indique qu'on a une vraie insuffisance en protéines dans l'alimentation, et c'est un bon indicateur parce que les protéines jouent un rôle
essentiel dans la stabilisation de l'ADN aussi, hein, donc du matériel génétique. Donc pour la reproduction, les fonctions reproductives, la qualité des embryons, c'est quand même assez essentiel. Donc albumine, préalbumine. Un autre marqueur de l'inflammation qui est essentiel à doser en fertilité, et là je le vois pas non plus tout le temps, c'est un peu dommage, c'est la ferritine. Vous allez me dire, mais la ferritine, c'est le taux de fer, en fait. C'est le taux de fer. C'est la réserve de fer. Mais quand vous avez une inflammation, la ferritine monte. Et elle monte très haut, surtout quand l'inflammation va toucher plutôt la sphère hépatique, le foie. Et ça, c'est un marqueur intéressant parce que ça veut dire que si vous êtes une femme ou un homme et que la ferritine a tendance à monter, hein, qu'elle monte au-dessus de 100, au-dessus de 150, là, ça nous indique que probablement on a un ralentissement du foie puis qu'on a quand même une inflammation de fond et qu'il va falloir mettre en place des attitudes anti-inflammatoires chez l'homme ou chez la femme, évidemment. Et puis le dernier marqueur, mais qui est un marqueur qui est très souvent dosé, là par contre dans les bilans de fertilité, mais qui n'est pas un marqueur fin, c'est la vitesse de sédimentation. Alors la vitesse de sédimentation, ça monte quand vous avez une inflammation aiguë, mais ça ne monte pas quand vous avez une inflammation chronique. Alors une inflammation aiguë, c'est grave, mais tous les médecins savent détecter ça. Oui, on la remarque quand on a une inflammation aiguë. Ouais. Et en général, on la remarque. Nous, ce qu'on essaie de détecter, c'est vraiment les composantes de terrain qui créent du déséquilibre. Et en fait, donc, la vitesse de sédimentation ne va pas augmenter en général quand on a juste une inflammation chronique. Donc, ça reste un marqueur de l'inflammation, mais de l'inflammation aiguë. Donc, les vrais marqueurs, je pense, si on doit chercher un seul marqueur de l'inflammation, ce sera vraiment la CRP-US. Et cette CRP-US, la plupart des médecins, quand ils voient un résultat à 2 ou à 3 ou à 4, tant que le résultat reste en dessous de 5, ils ne sont pas du tout inquiétés parce qu'ils sont aussi formés au fait que la CRP, c'est un marqueur de l'infection aiguë ou c'est un marqueur de l'inflammation mais aiguë. Mais cette inflammation chronique, elle est assez peu connue. Mais par contre, la zone de 1 à 5, hein, comme je disais, c'est une zone d'inflammation chronique et ça doit être pris en charge, en tout cas en fertilité. Ça doit l'être, ça va pas vous faire mourir, c'est pas un marqueur de vie ou de mort, hein, la CRP entre 1 et 5, mais par contre, c'est un facteur à traiter. Et du coup, comment on traite tout ça? Attends, t'en as parlé de 5, mais moi j'en ai entendu que 4. Attends, il y avait la CRP-US, albumine, ferritine, préalbumine, ferritine. Et puis la vitesse de sédimentation. D'accord, oui, il y a la préalbumine. D'accord, ok. Il y a la préalbumine. Alors après, il y a d'autres marqueurs de l'inflammation. On a des marqueurs de l'inflammation qui sont spécifiques à des organes aussi. Par exemple, on a des marqueurs de l'inflammation intestinale. La calprotectine, les alpha-2 antitrypsine, les bêta-défensine. Il y a beaucoup de marqueurs qui peuvent être spécifiques à un organe. Quand on va chercher l'inflammation dans un organe, on a par exemple chez l'homme des marqueurs qui vont être spécifiques à l'inflammation de la prostate. Donc, mais après, c'est trop spécifique. Et c'est pas parce que nous, ce qui nous intéresse en fertilité, c'est ce qui se passe dans le système. Dans le global, le système global, en fait. Dans tout le corps. Et ça nous intéresse beaucoup, évidemment, chez la femme, mais aussi chez monsieur, parce que, comme on disait, l'inflammation, ça peut vraiment altérer la qualité aussi du spermogramme, en fait. Hein. Et donc, comment on résout, en fait, cette inflammation? Parce que c'est bien d'aller chercher les marqueurs, mais il faut donc, on a dit... globalement, le marqueur le plus important, c'est la CRP-US. Et à partir du moment où on a une CRP-US qui est au-dessus de 1, on doit mettre en place des choses pour traiter cette inflammation. Alors, pour traiter l'inflammation, il y a déjà deux voies possibles. Soit, voie numéro 1, on arrive à identifier la cause, et ça c'est l'idéal. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche dans les programmes. En fait, la raison pour laquelle on pose près de 300 questions et on intègre autant de paramètres, c'est parce qu'on va chercher les causes. Donc c'est vrai que souvent, chez une personne qui a un programme, on va aller résoudre en fait la cause de l'inflammation. La cause de l'inflammation, ça peut être une résistance à l'insuline, ça peut être un fond infectieux, ça peut être une allergie, ça peut être un dysfonctionnement au niveau intestinal, ça peut être un déséquilibre au niveau des graisses. On peut avoir plein de causes possibles et l'idéal pour résoudre une inflammation, c'est d'aller chercher la cause. Ça, c'est le numéro 1, parce que si on trouve la cause, on va la résoudre. Et en fait, cette cause va résoudre... Et on peut en avoir plusieurs à la fois.
Et souvent, on en a plusieurs. Tu parlais des pathologies qui entraînent des inflammations. Alors, effectivement, l'endométriose, mais il y a aussi le SOPK avec la résistance à l'insuline qui crée une inflammation, enfin, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'on en parle moins parce que quand on pense inflammation en fertilité, on pense tout de suite effectivement à l'endométriose, mais le syndrome des ovaires polykystiques est aussi un contexte pro-inflammatoire, en fait, parce qu'on a une résistance à l'insuline qui génère quand même de l'inflammation. Donc, première option, on doit trouver la cause, régler la cause. Est-ce qu'il y a une infection? Est-ce qu'il y a des allergies? Quel type d'infection? Et surtout, est-ce qu'il y a des déséquilibres? Est-ce qu'il y a des carences? Est-ce qu'il y a des états de carence qui se cumulent? Trouver la cause, traiter la cause. Et puis, l'autre élément, c'est de mettre en place déjà une alimentation très anti-inflammatoire. Donc une alimentation anti-inflammatoire, c'est pas la même chose pour tout le monde. Par exemple, dans certaines problématiques de santé, l'inflammation va être générée par des molécules très spécifiques, comme par exemple la caséine des produits laitiers, comme parfois l'histamine. Donc en fait, on sait que dans certaines pathologies, c'est plutôt telle ou telle ou telle molécule qui va générer de l'inflammation, et ça, on les a identifiés. Donc, en fonction de la pathologie, on va orienter l'alimentation. Et puis après, pour diminuer l'inflammation, il existe quand même dans l'alimentation des anti-inflammatoires naturels. Alors, un que vous connaissez toutes, je pense, c'est le curcuma. Donc le curcuma est notamment son principe actif qui est la curcumine. Et l'intérêt du curcuma et de la curcumine, c'est que c'est un anti-inflammatoire bas grade, c'est-à-dire que c'est un anti-inflammatoire qui agit sur l'inflammation chronique, exactement ce dont on parle là. Par contre, si on a une inflammation aiguë, c'est-à-dire une CRP supérieure à 5, inutile d'aller utiliser du curcuma, ça ne va pas marcher en fait. Ça marche pas. Il faut utiliser des molécules anti-inflammatoires beaucoup plus fortes. Alors il en existe qui sont issues d'algues par exemple et qui sont des anti-inflammatoires naturels mais de haut grade, parce qu'il faut différencier. Et c'est pour ça que l'analyse sanguine, elle nous sert à différencier face à quelle inflammation on est. Est-ce que c'est haut grade ou c'est bas grade? Et ça, c'est important. Si vous devez soulever un caillou avec un tracteur, en fonction de la taille du caillou, vous n'allez pas prendre le même tracteur, probablement. Voilà, c'est la même chose. Si vous devez régler une inflammation, vous devez savoir quelle est la taille de l'inflammation pour pouvoir utiliser le bon outil. Et en l'occurrence, moi, je vois trop souvent des personnes qui ont un état inflammatoire aigu et qui est chronique, mais à la fois élevé, et qui utilisent par exemple de la curcumine en traitement chronique. Et en fait, c'est pas dangereux, mais ça va pas résoudre le problème. Ça va pas résoudre le problème. Si on a un état inflammatoire aigu, déjà, ça veut dire que probablement il y a une situation infectieuse et il va falloir utiliser des anti-inflammatoires naturels mais qui ont beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de potentiel. Donc en l'occurrence, dans l'alimentation, la plupart des aliments sont plutôt des anti-inflammatoires de bas grade. Donc on a la curcumine par exemple qui est anti-inflammatoire. Les épices en général le sont. La cannelle par exemple fait aussi partie des aliments anti-inflammatoires. Et puis tous les aliments qui sont très colorés contiennent des molécules anti-inflammatoires, donc vont permettre en fait de faire baisser les niveaux d'inflammation, mais effectivement les niveaux d'inflammation plutôt bas grade. Et quand on est sur une inflammation aiguë, il va falloir plutôt utiliser des molécules plus spécifiques en fait, beaucoup plus spécifiques. Donc ça, c'est vraiment la base. Et puis après, c'est vrai que quand on a vraiment des statuts d'inflammation avec des maladies inflammatoires comme l'endométriose, souvent, il y a beaucoup de choses à faire dans l'alimentation pour réguler le terrain, ne serait-ce que déjà d'augmenter massivement les oméga 3, d'augmenter massivement la vitamine D et de cleaner un petit peu l'alimentation pour non seulement amener beaucoup d'anti-inflammatoires, mais enlever aussi ce qui est trop inflammatoire. Qu'est-ce qui va être le truc vraiment super inflammatoire? Bon, je suppose le sucre. Alors le sucre. Ouais. Le sucre pur en fait, le vrai sucre est pro-inflammatoire. Certains types de graisses, notamment les oméga 6, alors en l'occurrence l'oméga 6 le plus pro-inflammatoire, il s'appelle l'acide arachidonique, et donc son nom en dit long. On le trouve principalement dans les arachides. Donc c'est pour ça que si vous êtes absolument fan d'arachide ou de beurre d'arachide ou de l'huile de tournesol, l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol qui a aussi un gros potentiel pro-inflammatoire,
c'est vraiment des aliments qu'il faut écarter d'un projet de fertilité s'il y a un fond inflammatoire qui est déjà là en place en fait. Hein. C'est vraiment des aliments qui vont engrainer, aggraver en fait cette inflammation. Donc ça fait partie des pro-inflammatoires. Puis il y a aussi une autre chose qu'on néglige souvent. Si vous êtes le roi du barbecue, par exemple, les protéines grillées, noircies, sont des purs pro-inflammatoires. Ce sont des molécules extrêmement toxiques qui génèrent beaucoup d'inflammation dans le corps, qui sont très nocives et qui sont ultra nocives pour les spermatozoïdes aussi. Donc c'est vrai que parfois, on a des attitudes sur lesquelles on veut manger sainement, puis on se dit bon maintenant on va manger sainement, on achète un barbecue, puis en fait on fait de la viande grillée, la viande grillée. Et en fait, si la viande est vraiment grillée, ça craint un peu quand même. Bien cuite, mais pas trop, quoi. Bien cuite, mais parce qu'il y a vraiment des personnes qui grillent, qui... Ah oui, la saucisse, elle est noire, c'est clair. Ouais. Exactement. Donc là, il faut évidemment changer cette habitude-là parce que ça va pas beaucoup, ça va pas du tout. Et dans les aliments qui sont aussi très pro-inflammatoires, il y a l'alcool fort, les alcools forts. En général, les alcools forts ont un gros potentiel d'inflammation. À partir du moment où on ralentit le foie, en fait, on va augmenter le niveau d'inflammation. Le fait de trop manger aussi est très inflammatoire. Quand on mange trop souvent, évidemment, ça augmente beaucoup les niveaux d'inflammation. D'où des fois le jeûne, des jeûnes intermittents. D'où des fois le fait de jeûner, de faire un jeûne intermittent, d'avoir un temps de jeûne en tout cas. Ça fait partie des choses qu'on peut aussi instaurer. voilà. Le mode de vie aussi par rapport à l'inflammation, non ? Le stress, voilà. Le stress, le fait de faire des activités physiques aussi trop intensives peut générer quand même de l'inflammation, et le fait d'être complètement sédentaire peut générer de l'inflammation aussi. On est quand même fait pour bouger, hein. On a des tissus qui sont faits pour le mouvement. Du coup, si on bouge pas, on va avoir tendance à aggraver un statut inflammatoire. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, donc c'est un tout, mais je comprends mieux aussi par rapport à toutes les questions des programmes. Dans tout ce que tu dis là, oui, je me rappelle que oui, il y avait eu la question, est-ce que vous avez de la cellulite par exemple, tu vois. Oui. Je comprends mieux pourquoi il y a eu telle ou telle question qui finalement, bon, là c'est un live parmi tant d'autres qu'on a fait ensemble, mais à force il y a tout qui se recoupe et je comprends, à force on comprend le pourquoi vous vous intéressez à tel ou tel sujet, et que oui, tout ça ça se recoupe et c'est assez complexe quand même. Même si c'est plein de petites choses simples, mais bon, il faut y penser. C'est pour ça qu'on nous demande souvent, on nous dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ces programmes en fait, qu'est-ce qui fait la différence par rapport, je suis allée voir un thérapeute, il m'a donné 2-3 trucs. En fait, nous, vraiment, on va prendre tout en compte. On va vraiment... c'est un algorithme, c'est puissant, c'est pas notre tête, parce que notre tête, elle est dépassée par tout ça. On va poser des questions, et tout ça, c'est un algorithme qui va traiter les questions, qui va donner des scores, en fait, et... grâce à ça, on va vous donner des recommandations qui sont ciblées. Parce qu'une personne à une autre, ça sera une attitude qui sera pro-inflammatoire dans sa vie, et puis une autre, ça sera une autre attitude. Et on va vous donner les conseils sur quelle attitude vous devez changer dans votre vie, que ce soit nutrition, mode de vie, votre consommation, votre temps de sommeil aussi. Ne pas assez dormir, ça peut être aussi inflammatoire. Et donc, parfois, on va même, en fait, sur certains profils. Alors ça, c'est la curiosité, parce que peut-être que certains d'entre vous vont se dire, ok, je commence un programme, et puis ils vont se dire, oulala, mais on me conseille telle huile alors qu'on m'avait dit que non. Puis on conseille. Et en fait, parce que parfois, on veut générer de l'inflammation. Sur certains profils, notamment dans le cadre d'une insuffisance ovarienne ou dans le cadre justement d'une immunité endométriale qui est un petit peu trop faible, on va parfois vouloir volontairement générer de l'inflammation. Il faut aussi comprendre que le début de la grossesse repose sur l'inflammation. Une inflammation de fond au niveau endométrial, quand on est en début de grossesse, va permettre aussi une accroche, et elle est physiologique en tout début de grossesse. C'est pour ça que, par exemple, pendant la grossesse et surtout au début, on va absolument éviter tout ce qui est anti-inflammatoire, et même les anti-inflammatoires naturels, on ne va pas forcément les conseiller beaucoup dans le début de la grossesse. Je vous parlais du curcuma, c'est pas une molécule qu'on va mettre en dose plus au moment où on va faire un transfert, par exemple, parce que
pour qu'il y ait une bonne accroche et un bon développement justement trophoblastique, tout ça, il faut qu'il y ait quand même un petit minimum d'inflammation de fond, parce que cette inflammation, elle sert aussi à faire maturer des cellules immunitaires qui, si elles restent immatures, ne vont pas permettre une implantation idéale. Donc en fait, c'est toute une histoire d'équilibre et d'équilibre pour chaque personne et à chaque moment en fait. Oui, parce que à chaque phase, on va pas chercher la même chose en réalité, et même dans des protocoles en fait de PMA. C'est pour ça que, par exemple, dans les programmes, on a des programmes qui sont les programmes de préparation à la conception, puis après on a les programmes d'AMP qui vont vous permettre de préparer une FIV, qui vont permettre de préparer une insémination intra-utérine. Et en fait, dans ces programmes-là, l'idée, c'est de potentialiser les traitements, de potentialiser l'effet des traitements et d'en diminuer les risques. Et donc, du coup, en fonction du profil de la personne et de la phase dans laquelle la personne est, on ne va pas du tout avoir le même registre de conseils, quoi. Vraiment. Et Virginie, moi, j'ai une question, parce que j'ai souvent cette question de personnes, quand on parle d'inflammation, tout de suite, on pense à anti-inflammatoire. Oui, alors non, c'est pas du tout la règle. Je voulais quand même que tu lui répondes parce que souvent, ça vient souvent. Enfin, moi, je l'ai souvent quand on parle de PMA à l'étranger et tout, où je dis vous n'avez pas des inflammations, la personne me dit ouais, mais je prends des anti-inflammatoires. Mais voilà. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà les anti-inflammatoires sont des molécules qui sont faites pour l'inflammation aiguë et pas du tout pour l'inflammation chronique, et que l'objectif d'un anti-inflammatoire, c'est justement de stopper le processus inflammatoire et donc de stopper aussi les mécanismes de réparation cellulaire. Donc en l'occurrence, je disais, l'inflammation, elle est là pour une bonne raison. Elle est là pour résoudre un problème. Si à chaque fois que vous avez une inflammation, vous prenez des anti-inflammatoires, il y a moins de chances que vous arriviez à résoudre le problème, en réalité, parce que vous n'allez pas recruter les cellules nécessaires au bon endroit. C'est pour ça que finalement, tant que l'inflammation est supportable, il vaut mieux la supporter et laisser le corps faire son travail. Et par contre, si l'inflammation devient chronique, là, il faudra voir pour la faire baisser, pourquoi pas avec des anti-inflammatoires, mais peut-être en première intention, si vous êtes dans un projet de fertilité avec des anti-inflammatoires naturels, franchement, je pense que ça vaut vraiment plus le coup. Et avec une attitude aussi différente au niveau du mode de vie. Parce que la réalité, c'est que si l'inflammation perdure, c'est que le corps n'a pas les ressources pour régler le problème, n'a pas les ressources pour régler l'infection, n'a pas les ressources pour réparer le tissu qui est lésé, pour refaire les cellules, pour éliminer les cellules qui sont en mauvais état. Et donc en fait, l'idée, c'est pas de bloquer le processus, c'est d'amener les ressources, de trouver comment on fait pour amener les ressources. Et ça marche très bien. Moi, je le vois sur plein de types d'inflammations, même sur des inflammations qui sont là depuis des années et des années. Le fait de changer complètement le modèle alimentaire et puis d'amener ce qu'il faut où il faut, en fait, ça marche très très bien. Et c'est largement suffisant pour éviter justement les anti-inflammatoires. Je commence à avoir mal au doigt, mais juste un tout petit peu. D'autant plus que les anti-inflammatoires sont absolument contre-indiqués pendant la grossesse. Donc, donc du coup, si on s'habitue à prendre tout le temps des anti-inflammatoires... Alors moi, j'ai beaucoup de cas comme ça de patientes qui ont des traitements anti-inflammatoires pour, par exemple, des maladies auto-immunes et puis qui doivent absolument arrêter en vue d'un projet de conception. Et là, on doit gérer l'inflammation et c'est super intéressant parce que, du coup, on améliore tous les critères de santé avant la grossesse, du coup. Pour le coup. Donc, c'est plutôt la bonne opportunité. Parce que l'anti-inflammatoire, c'est un peu comme mettre un pansement sur... on guérit pas, en fait, le problème. On le fait taire, en fait. Non, on le guérit pas. C'est un constant, quoi. Voire, en fait, on ralentit sa guérison, en quelque sorte. On ralentit la résolution du problème. Donc, c'est... Oui, il faut essayer de le régler à la base, plutôt que de prendre juste un médicament pour... voilà, quoi. C'est mieux de le régler à la base et que ça soit le corps lui-même qui arrive à régler le problème ou à trouver les solutions, quoi. C'est ça. En fait, c'est toujours notre stratégie, même sur le plan hormonal. Par exemple, on en parle souvent parce qu'on a souvent cette question, mais je manque de DHEA, j'ai trop de DHEA, qu'est-ce que je fais? J'en amène. Et en fait, souvent, d'amener une molécule manquante,
c'est souvent une béquille, en fait. Ça résout pas le problème de fond. Si cette molécule est manquante, c'est que soit elle est surutilisée, soit le mécanisme qui l'a produit est entravé par un autre mécanisme. Donc, en fait, il vaut mieux aller effectivement régler la petite brindille qui péclote là, plutôt que d'aller massivement amener la molécule qui manque. Et puis là, le corps va se dire, oh, tranquille, j'arrive déjà plus à produire de ça, on me l'amène, maintenant j'en produis plus du tout, quoi. Donc, c'est pas toujours... Et en plus, le corps l'utilise beaucoup mieux quand c'est quelque chose de naturel. Oui. Oui, c'est sûr. Alors, on peut peut-être, si vous voulez, passer aux questions. Je ne sais pas si vous avez des... Oui, j'ai vu qu'il y en a qui ont été mises dans la boîte à questions. Alors, je dis un temps... non, non, pas de questions particulières parce que c'est des choses qu'on a. J'ai vu un message d'une de nos utilisatrices, c'est trop chou et gros coucou parce qu'en plus je vois les photos de l'évolution de la grossesse sur Facebook, ça me fait super plaisir tout le temps. Mais il y a des questions, pas dans la boîte de questions, mais dans le déroulé, en fait. On peut pas les voir en fait. Dans le déroulé, il y avait des questions sur le vaccin, donc rien à voir sur le sujet du jour. Ça revient à chaque fois. Non, il y a... il y en a une, c'est comme vous parliez des sucres, est-ce que faut éviter en gros les fruits, vu que par exemple les fruits contiennent des sucres. Alors en fait les fruits, il y a des fruits plus ou moins sucrés. Effectivement, les sucres sont pro-inflammatoires, mais les fruits sont colorés, donc contiennent des molécules aussi anti-inflammatoires. C'est pour ça que le fruit, c'est un ratio qui est pas trop mal au niveau inflammatoire. C'est plutôt anti-inflammatoire que pro-inflammatoire quand même si c'est sucré. Et plus un fruit est coloré, plus il va être anti-inflammatoire. Et en plus, plus il est coloré, moins il est sucré en général. Les fruits rouges et noirs, ils sont beaucoup moins sucrés que la banane ou que la pomme ou que les poires, par exemple. Donc, tout dépend des fruits, mais c'est vrai que les fruits en excès posent un problème quand même. On n'est pas fait pour consommer du fructose en excès. Le fructose, quand il est surconsommé, il a exactement le même effet que le sucre. Il est même pire au niveau de son effet sur le foie. Donc, en gros, on limite en général les fruits plutôt à 2-3 fruits par jour maximum, quoi. Oui. Alors, il y en a qui pose la question, est-ce que la rosacée est un signe d'inflammation? Est-ce que quoi, pardon? La rosacée. Oui, alors c'est un signe d'inflammation et on pense beaucoup sur l'acné rosacée. Alors, il y a pas mal d'hypothèses. C'est un signe de déséquilibre hormonal. Et on pense que c'est un signe aussi de déséquilibre de la flore intestinale. À savoir qu'il y a de plus en plus d'études aussi qui soulignent le lien entre la flore intestinale et l'équilibre hormonal. Et l'acné rosacée, c'est à la fois inflammatoire, à la fois hormonal et à la fois probablement basé sur un déséquilibre intestinal ou immunitaire. Donc oui, ça fait partie des problématiques sur lesquelles on a de grandes chances d'avoir de l'inflammation, oui. D'accord. Alors, on me demande la CRPUS, comment ça s'écrit? Je pense qu'il y en a qui connaissent pas du tout. Alors, c'est CRP en gros en fait. En gros, et en petit US en petit. Ou ultra sensible en petit. Voilà. Non, parce que c'était marrant comment elle écrivait, c'était rien à voir. Donc non, c'est des lettres en fait, les filles. Voilà. C'est des lettres, voilà. CRP US. Et donc du coup, oui, c'est par rapport à une prise de sang. Si on me pose la question, vous vous basez sur une prise de sang. Oui, c'est en prise de sang du coup que ça se fait. Tout à fait. Donc, est-ce qu'un spermogramme qui était bon mais qui ne l'est plus maintenant, du coup, peut être lié à une inflammation? Oui, en fait oui, parce que les spermatozoïdes sont extrêmement sensibles à l'inflammation et à l'oxydation. C'est des choses qui vont ensemble, inflammation et puis oxydation. Et donc du coup, effectivement, oui, ça peut être lié tout à fait à une inflammation. C'est d'ailleurs un des problèmes. Dont on a fait un post très récemment justement sur le Covid et puis l'effet du Covid sur les spermogrammes. Ouais. Parce qu'il y a des études qui ont été menées sur le sujet qui ont montré que effectivement, quand on a des épisodes Covid très inflammatoires, on a des altérations du spermogramme derrière. Ce qui est beaucoup moins le cas si l'épisode n'est pas inflammatoire. C'est-à-dire que si on a un Covid, juste un Covid, mais que finalement on déclenche pas une vraie inflammation, il y a beaucoup moins de chances qu'on altère un spermogramme ou des ovocytes.
réussite en fait. Ouais. Et puis, la question qui me fait penser, c'est que du coup, par rapport au vaccin, et on en avait parlé ensemble, Virginie, du coup, pour mon suivi, mais comme le vaccin, fait réagir notre corps, c'est vrai que tu m'avais conseillé d'essayer de l'éloigner le plus possible, on va dire, d'un traitement, surtout par exemple du moment où il y a la ponction et tout ça, quoi. Oui, alors en fait, effectivement, vu que le vaccin va avoir tendance quand même, mais comme n'importe quel vaccin, c'est pas le vaccin vraiment plus qu'un autre. Le concept d'un vaccin, c'est d'aller stimuler l'immunité pour créer des anticorps, et donc l'immunité, quand elle est stimulée, elle réagit, elle crée de l'inflammation. Et en l'occurrence, cette inflammation, elle peut durer. Et on peut voir on a vu sur les post-vaccination Covid des CRPUS exploser quand même. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors en général, ça se ressent, on n'est pas très bien, on a de la fièvre, on n'est pas bien, on sent qu'il se passe quelque chose quand même dans le corps. Et c'est pour ça qu'il faut quand même les passer au moins d'un mois d'un protocole de PMA, le vaccin, et puis plutôt encadrer le vaccin avec justement des anti-inflammatoires, avec une alimentation anti-inflammatoire, puis avec aussi des anti-inflammatoires naturels, par exemple la veille, le jour J, le lendemain, d'essayer de faire en sorte que l'immunité, oui, produise des anticorps, mais que ça ne parte pas en fait en inflammation chronique. Même chose pour n'importe quel type d'infection ou n'importe quel type de vaccination en fait. Oui, c'est ça. De toute façon, oui, c'est que comme quand on est malade et que on sait très bien que le corps réagit et que par exemple sur les spermogrammes, on sait très bien que de la fièvre, ça quick, ça quick tout le monde, quoi. Bien sûr. J'ai vu une question apparaître puis elle a disparu. C'était par rapport à la thyroïde, si on arrivait de manière naturelle à régler des problèmes de thyroïde. Alors, c'est pas trop le sujet du live, mais bon, de façon naturelle, tout dépend du problème de thyroïde, parce qu'en fait, souvent sur les problématiques de thyroïde, c'est de l'auto-immunité. L'auto-immunité, on peut faire des tentatives, bien évidemment, si on est en hypothyroïdie, on peut prendre le temps de faire des tentatives, essayer de diagnostiquer vraiment le problème, d'identifier la cause, de la régler avec justement des choses naturelles. Par contre, une hyperthyroïdie est une situation dangereuse de santé, et là, on ne peut pas se dire on prend pas de traitement, c'est dangereux, ça peut être mortel accessoirement, donc tout dépend dans quelle situation on est. Donc hypothyroïdie, oui, il y a pas mal de choses à faire, on peut aller voir si l'iode est suffisant, on peut justement dynamiser de plein de façons l'activité thyroïdienne. Et par contre hyperthyroïdie, c'est une situation quand même d'urgence de prise en charge assez urgente sur le plan médical, et là on s'amuse pas trop à faire des expérimentations alimentaires sur une hyperthyroïdie. On règle le problème, puis après on discute, quoi. C'est vraiment ça. C'est ça. Tout à fait. Là, j'ai une question sur, c'est des types de questions que j'ai. C'est quels aliments on conseille à tel moment du cycle, là, par exemple après un transfert d'embryon ou des choses comme ça. Voilà, c'est des réponses où je pense qu'on peut pas répondre. On peut pas répondre. En fait, global, quoi. C'est comme on dit, c'est. C'est chaque personne, ça dépend en fait de la caractéristique de la personne. C'est vrai qu'il y a des tendances, mais ça dépend en fait de votre profil. Et c'est vraiment le but des programmes, c'est de voir quel est votre profil selon justement toutes ces questions, parce qu'on prend en compte tout, les pathologies et le reste, les potentielles infections, les potentielles inflammations, les potentiels déséquilibres. Et on va vous indiquer en fait quels sont les aliments que vous devez consommer au moment de la stimulation. Ça va être différent si on est en SOPK, ça va être différent si on est en insuffisance ovarienne, etc. Ça dépend vraiment du profil. Et idem pour le TEC. Donc, on peut pas donner... Voilà, il n'y a pas d'aliments. Alors, il y a des aliments qui sont pas faux, mais de nouveau... Dans l'idée, tous les aliments qui vont avoir tendance à faire circuler le sang, par exemple, sont des aliments bénéfiques. Donc, notamment les aliments rouges et noirs qui ont la couleur du sang, en général, aident à la circulation sanguine. Et ces aliments-là sont des aliments très très bénéfique sur un transfert, vraiment. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Mais maintenant, c'est vrai que les attitudes post-transfert, on a d'ailleurs sur notre chaîne YouTube des vidéos qui portent là-dessus, sur la préparation d'une FIV, ce que vous pouvez faire avant, après un transfert. Mais globalement, il y a des choses qui sont générales, mais les indications qui sont les plus importantes sont souvent des indications assez individuelles, en fait. Alors, justement, on vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube parce qu'on a beaucoup d'informations. De nouveau, c'est des informations générales parce qu'on ne peut pas typer par personne, puisque
vous êtes tous différents. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Aussi, s'il y a une thématique, par exemple, que vous voudriez qu'on aborde, on va mettre, comme d'habitude, une boîte à questions demain. Donc, si vous avez des questions en plus par rapport à aujourd'hui, on y répondra avec beaucoup de ferveur. Et s'il y a des choses, par exemple, sur le compte YouTube où vous avez des questions, on peut aussi traiter un nouveau sujet, parce qu'il y a plein de sujets, on en a déjà enregistré, mais on est toujours contente de traiter des nouveaux sujets qui vous intéressent. Et puis, on a mis en place aussi des appels d'orientation. On le dit souvent, on a 3 personnes qui sont disponibles pour répondre à vos questions, pour voir justement si dans votre situation, un programme serait une bonne chose, hein, si on peut vous aider à régler votre situation et comment vous aider à régler votre situation. Et puis, on a oublié de te le dire, Flavie, on voulait faire une petite surprise ce soir. C'est que, c'est un peu le début de l'année, donc on s'est dit, voilà, on veut donner un petit truc. C'est qu'on voulait donner un code. Alors, c'est pour les méditations PMA qu'on voudrait donner à tout achat d'un programme. Donc en fait, si vous achetez un programme alors l'idée c'est, si vous voulez prendre un appel d'orientation, on vous mettra le lien, demain sur notre story. Prenez un appel d'orientation, vous regardez si ça vous va, et puis vous avez une semaine pour prendre le programme, et là vous mettez un code et vous avez les méditations PMA qui sont offertes. Et le code c'est HOPE. Donc voilà, HOPE, HOPE 02 pour le mois. Et ça sera valable jusqu'à vendredi soir, minuit. Bon, super, c'est gentil à vous les filles. C'est le petit cadeau bonus. Ouais, on s'est dit, c'est vrai qu'on a oublié, la vie va tellement vite qu'on oublie de communiquer entre nous les trucs importants comme ça, mais voilà, surprise, c'est toujours bien. Non, mais très bien, ça fera plaisir à tout le monde, c'est chouette. Ok. Là, il y a une question qui est assez pas mal. C'est vrai que est-ce que la répétition des FIV est nocive pour le corps au niveau, donc que ce soit l'inflammation ou autre, mais c'est vrai que souvent on veut enchaîner aussi les protocoles, donc ça doit aussi tout ça forcément un peu chambouler le corps. Donc est-ce que... Oui, alors parce qu'il y a quand même un organe qui gère tout le niveau d'inflammation dans le corps et les résidus d'inflammation dans le corps, c'est le foie. Et en fait, quand on fait des FIV, des stimulations, on occupe beaucoup le foie, parce qu'en fait, le foie, son rôle aussi, c'est d'équilibrer les hormones, d'éliminer les hormones qui sont là en excès. Et donc, du coup, si on a tendance à faire justement des stimulations un petit peu répétées, on va avoir tendance à saturer le fonctionnement du foie et à beaucoup moins éliminer les résidus d'inflammation, donc à générer effectivement plus d'inflammation. Parfois on le sent d'ailleurs parce que on prend du poids, parce qu'on sent qu'on a beaucoup plus mal partout, parce qu'on sent qu'on a des tensions, et donc du coup ça c'est aussi vraiment des douleurs qu'on n'avait pas avant, de la fatigue qu'on n'avait pas avant aussi, et donc ça fait vraiment partie aussi des signes d'inflammation. Donc oui, le cumul peut générer de l'inflammation, d'où l'importance. Alors c'est vrai que nous c'est vraiment le combat qu'on mène aussi dans les programmes et dans l'accompagnement des couples qu'on suit, c'est d'espacer les FIV en fait, de pas faire stimulation sur stimulation sur stimulation, parce que c'est là qu'on se retrouve souvent à avoir un espèce de bug un espèce de bug total. Voilà, le corps il n'y arrive plus, le corps n'arrive plus à suivre, tous les systèmes sont saturés, les systèmes d'élimination fonctionnent plus, l'inflammation devient ingérable, et donc du coup ça c'est pas optimal quoi, vraiment. Ça c'est une question, justement, une des nombreuses questions qu'on pose dans les questionnaires, justement, si vous avez eu des FIV répétées, parce qu'on va prendre en charge le fait qu'il y ait eu plusieurs FIV et vous proposer d'aider votre foie si on voit qu'il y a des signes de foie ralenti. Donc ça on prend aussi en compte, hein, parce que clairement ça peut aussi... Il y a quelqu'un qui demandait en fait où nous contacter. Alors peut-être tu mettras le lien sur notre compte Instagram, et puis demain on fera circuler en story pour les appels d'orientation. Oui, dans tous les cas, voilà. Adva et Virginie ont un site internet, donc fertile. Je sais pas si c'est .fr ou .com, je ne sais pas. .com. C'est vrai que vous êtes en Suisse, donc voilà. Dans tous les cas, ça va.
Non, ça va. Bon, le 90, on dira. On a compris. Mais voilà, ils ont leur compte Instagram du coup, donc ça que vous retrouverez dans le descriptif du live. Et du coup, via leur page Instagram, vous avez après directement accès à leur site internet où dedans vous pouvez avoir voilà toutes les infos et de leur programme, ainsi que sinon sur YouTube vous tapez Fertiline et il y a plein de vidéos, dont voilà par exemple le live sur la vitamine D, je l'ai retrouvé tout à l'heure, j'ai regardé. Voilà. Donc vous trouvez voilà certaines infos aussi dessus qui sont gratuites du coup, donc c'est vraiment top. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, après c'est des questions. Un utérus fibromateux est-il signe d'inflammation? Bah, sans doute. Oui, enfin, oui, d'inflammation, puis surtout probablement de déséquilibre immunitaire aussi. Probablement, mais d'inflammation, oui, c'est sûr. Tac. Et une question, une mauvaise qualité embryonnaire, la mauvaise qualité embryonnaire peut-elle venir de l'alimentation? En tout cas, il y a beaucoup de. Alors, est-ce que ça vient de l'alimentation? Souvent, c'est pas parce qu'on mange mal qu'on a une mauvaise qualité embryonnaire, mais le fait de manger plus spécifique, manger fertilité, voilà, de manger plus fertile, de manger plus spécifique, va clairement améliorer la qualité embryonnaire. Ça, c'est sûr. C'est à mon sens, c'est le premier facteur d'amélioration de la qualité embryonnaire, c'est certain. Ouais. Bah, finalement, c'est voilà, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide avec plein de leviers à améliorer en fait, voilà, parce que finalement c'est le combat de tout le monde, c'est d'avoir des ovocytes de qualité, des spermatozoïdes de qualité, et d'avoir une immunité qui soit équilibrée, ni trop forte, ni trop basse, voilà. Et tout ça, ça se règle dans l'assiette et par le mode de vie. Et le mode de vie, ouais, c'est clair. Donc, exactement. Ouais. Ok. Eczéma. Tout à fait. On mettra la boîte à questions de toute façon. Voilà, l'eczéma est un facteur d'inflammation, effectivement. Comment on peut prendre soin de son foie pendant la FIV? Déjà, de s'assurer qu'on ait au moins 12 heures de jeûne par jour, au moins 12 heures où on ne mange pas par jour. Et puis, après, on ne veut pas non plus stimuler le foie pendant la FIV, sinon on élimine plus vite les hormones aussi, et on a une stimulation qui peut devenir moins efficace. Il faut faire attention sur certains profils, il ne faut pas du tout toucher le foie pendant la FIV. Là encore, ça dépend du profil. Si on a des risques d'hyperstimulation, faut stimuler un peu le foie, et puis si c'est pas le cas, faut pas trop le faire. Donc ça c'est vraiment des indications. C'est vraiment des indications pour donner de façon individuelle. C'est personnalisé, quoi. Ça peut pas, enfin, on peut pas donner de programme ou de comment dire en fait, c'est vraiment du voilà, un peu du sur-mesure. C'est du sur-mesure et c'est vraiment c'est pour ça en fait que les programmes ont été créés. Voilà, c'est parce que c'est du sur-mesure et on prend chaque chose et on les pèse en fait dans une balance. C'est une balance vraiment très fragile et c'est ça qui fait la différence de notre travail, c'est que on arrive à rééquilibrer cette balance qui est très fragile à tous les niveaux. Voilà. Oui, que ça soit vraiment personnalisé et équilibré en fonction de la personne, comme tu dis, si tu peux avoir une hyperstime, faut faire un truc, l'autre faut pas, machin. On est tellement toutes différentes que c'est pas possible de faire quelque chose d'unique pour tout le monde. Sinon ça serait trop facile et on serait toutes enceintes, les filles, si ça existait, d'avoir dans le même truc pour tout le monde, aller sur un mois et puis à la fin on est sûr que ça marche, ça serait. On voudrait bien si on avait une pilule miracle ça serait génial, mais bon, malheureusement pas. C'est clair. Alors à savoir aussi que voilà, donc on a tous les mois ces lives autour d'un sujet de la fertilité, de la biologie, et le mois prochain on parlera justement de la thyroïde. On parlera de la TSH, de ce qu'il faut en termes de valeur de TSH, de la thyroïde, du fonctionnement de la thyroïde, des différents marqueurs de la thyroïde, et de comment s'assurer que la thyroïde soit optimale déjà en préconception, puis aussi ensuite au moment de la grossesse, quoi.
Je vais faire aussi une dernière petite pub. Allez, la semaine prochaine, on a un webinaire où on va accueillir notre première utilisatrice officielle, parce qu'on a eu des testeurs. En fait, la première personne qui a acheté nos programmes 1 minute après leur lancement, voilà, et qui nous harcelait depuis des mois pour savoir quand sortaient nos programmes à l'époque, en fait, mais qui est travaille avec nous maintenant. Voilà, parce qu'elle a été tellement convaincue et elle a eu un parcours vraiment du simple au double, puisque elle a fait une FIV avant Fertiline avec 0 embryon, et puis après Fertiline, elle a pu avoir 9 blastocystes, et le premier tech a marché. Donc voilà, et maintenant donc elle est maman et elle travaille avec nous. Elle travaille pour Fertiline. Elle gère, c'est une des personnes qui vous répondra. Les appels d'orientation. Voilà. C'est une de celles qui répond. Elle s'appelle Charlotte. Et elle sera là dans le webinaire avec nous la semaine prochaine pour qu'on explique un petit peu son parcours, ce qu'elle a mis en place, mais aussi ce qu'elle a mis en place pendant la grossesse. Parce qu'en fait, ce qu'on aimerait aussi vous transmettre un peu comme message, c'est que la préconception, c'est une chose, mais c'est pas fini après. Après, il y a quand même la grossesse, et ça, c'est aussi un challenge qui est super important pour votre propre santé, et puis la santé du futur, et puis la santé du futur bébé, vraiment. Et ça, c'est aussi une page passionnante. Voilà. Ouais. C'est aussi une page passionnante. Et donc, pour le webinaire, pareil, on pourra s'inscrire via votre page. Voilà, on met le lien demain, comme ça, vous aurez toutes les informations. Bon, nickel, je pense qu'on a fait le tour de la question inflammation et fertilité. Voilà, ça montre encore que il faut penser plus global, et comme dit l'une en commentaire, là, que c'est dommage que les centres PMA prennent pas tout ça en compte. Alors vraiment, c'est notre souhait que peut-être dans 5 ans, qu'on puisse travailler en collaboration, parce que nous on veut travailler avec eux, et voilà. Donc, oui, non, c'est sûr que serait. Alors, si jamais nos taux de réussite, ils sont sur notre site, et alors je les ai plus en tête, mais on a 2 types d'accompagnement. Voilà, l'accompagnement, c'est 70% sur 6 mois avec le InConcept, la solution InConcept Duo, et on est à 100% sur le My Baby 12 pour le moment. Et c'est justement ce dont on va vous parler la semaine prochaine. On compte sur Flavie, parce que voilà. Flavie, pas faire baisser nos statistiques. Je mange mes crêpes ce soir, et après demain je reprends ça bien. Non mais tant que c'est des bonnes crêpes et tout, parce que voilà, le concept du My Baby 12, c'est qu'on se donne 12 mois avec 12 mois, donc avec vous, mais de manière hyper collée, serrée, et puis pour que vous soyez à 12 semaines. Voilà, ça peut le concept. Voilà. Moi, j'y crois pas. Claire. Nous aussi. Je travaille. On y travaille, et on sait à quel point tu travailles bien. Oui, clairement. En tout cas, merci beaucoup Flavie. Cette mine d'informations, et je remets tout ça en replay, et puis boîte à questions demain, et tout ça. Voilà. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, nous laisser vos commentaires. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.